Festus accorde une grande place à la foi chrétienne. Il y a beaucoup d'églises. Si vous croisez un habitant de Festus, il vous saluera avec un grand sourire, comme s'il vous connaissait depuis toujours. Il y fait bon vivre, il y a de bonnes écoles, de bonnes familles et pas d'assassins en principe. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver. C'est l'affaire la plus complexe, la plus tordue et la plus embrouillée que j'ai jamais vue. Quand il est parti ce soir-là, c'était pour toujours. Elle pensait que Larry aimait bien sa façon de s'habiller. Un peu provocante. D'après ce que je sais, elle prenait du bon temps avec d'autres hommes. Elle faisait des choses en cachette. Elle aurait pu lui dire que la terre était carrée et il l'aurait cru. Il était fou d'elle. Il paraît qu'elle draguait d'autres hommes à l'église. Il se passait beaucoup de choses à l'église. Ce n'était plus une affaire, c'était un feuilleton. Le fait de dire « il y aura une assiette en moins ce soir à table », c'est vraiment monstrueux. Avec mes deux sœurs, je regardais Qui veut gagner des millions. Je venais de finir mon bol de glace quand le téléphone a sonné. C'était la femme de mon frère, Tammy. Elle a dit « Il est arrivé quelque chose à Larry. Il n'était pas chez lui. » Je savais que parfois il travaillait de nuit, mais là, il n'était pas rentré du tout. En 2000, j'étais inspecteur à la brigade criminelle depuis environ 3 ans. Le 21 novembre, j'ai reçu un message. Il y avait eu un décès par balle près d'une usine locale. Il n'y a pas beaucoup de crimes graves à Festus. Il y a très peu de crimes contre les personnes, comme les meurtres. Donc pendant que je me rendais sur place, j'envisageais tous les scénarios possibles. Je me disais, ok, je connais l'endroit, je sais où ça se trouve. Qui pourrait bien être impliqué? Qu'est-ce qu'il s'est passé? On se pose tout un tas de questions quand on se rend sur les lieux pour essayer d'anticiper ce qu'on va trouver. Tout décès est considéré comme suspect jusqu'à preuve du contraire. L'inspecteur McDaniel et moi-même sommes arrivés sur place aux Industries La Roche, une usine de produits chimiques. Et il y avait une zone tout autour sans aucune construction. L'agent de sécurité de l'usine était parti à la recherche de Larry, parce que sa femme l'avait appelé pour lui dire que Larry n'était toujours pas rentré à la maison. L'agent de sécurité a dit qu'il avait reçu plusieurs autres appels de la femme de Larry. Et c'est ce qui l'avait incité à aller voir dans les champs aux alentours. Et c'est là qu'il a retrouvé la voiture de Larry. Quand on a reçu le message nous demandant de nous rendre sur place, on est arrivé devant l'entrée du site de La Roche qui mène à l'usine. J'ai pris ce chemin. Un peu plus loin, derrière l'usine, il y avait un sentier qui aboutissait dans un champ. Et c'est là que se trouvait la voiture. Les feux de stop étaient allumés, mais les autres phares étaient éteints. La voiture était en position drive. Et le mort était à l'intérieur. Il avait toujours le pied sur la pédale de frein. La vitre arrière côté passager était brisée. L'homme décédé était assis dans la voiture au volant. Il s'était affaissé vers l'avant. Il y avait du sang qui s'écoulait à l'arrière de sa tête. À ce stade, on nous a informé qu'il s'agissait de Larry Holman. Larry et moi, on se connaissait. J'avais travaillé avec lui avant d'entrer dans la police. Pour moi, ça allait devenir une affaire personnelle. Quand je suis rentré,
J'ai regardé mes messages et j'ai vu qu'un monsieur qui travaillait avec Larry m'avait appelé. Et je me suis demandé ce qu'il me voulait. Alors j'ai rappelé son numéro. Il a décroché. Il a dit... J'ai une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je crois que Larry était sur le site et on lui a tiré dessus. Environ 1 heure plus tard, le shérif du comté m'a appelé et m'a confirmé qu'il s'agissait bien de Larry. Et... j'ai pensé à ma famille. J'ai 3 sœurs et 2 frères. La femme de Larry, Tammy, et ses enfants. Je savais que ça allait être dur pour eux. On m'a annoncé que Larry était mort et qu'il avait été tué dans ce qui ressemblait à un accident de chasse. Mais à ce stade, c'est tout ce que je savais. Alors nous sommes partis pour rejoindre mes frères et sœurs, tout de suite après. Je n'oublierai jamais cet appel. Je me souviens que je suis tombée à genoux. Larry était un amour. Il vous aurait donné sa chemise. Tout le monde aimait Larry. Je n'oublierai jamais cette journée, jusqu'à ma mort. Ça m'a littéralement brisée. Ouais. Tammy Holman a été informée du décès de son mari et elle est arrivée sur la scène de crime. On voyait qu'elle était clairement bouleversée quand elle parlait. À voir son attitude, elle avait l'air totalement effondrée que son mari ait été tué. Elle avait 2 enfants et elle allait devoir les élever toute seule. Tammy était vraiment l'incarnation de la veuve éplorée. Tammy et Larry s'étaient rencontrés à l'église. Elle était plus jeune que lui, mais il est tombé follement amoureux d'elle. Et je suis persuadé que c'était réciproque. Elle était folle de lui. Larry adorait Tammy. Il avait sa photo collée sur sa lunchbox. Il l'adorait. Je n'imagine pas ce qu'elle a dû ressentir. On croit toujours que ce genre de choses ne peut pas arriver à soi ou à sa famille. Ce soir-là, Larry m'avait dit qu'il allait faire de la reconnaissance pour la chasse à l'arc et qu'il allait se garer sur le bord du chemin pour voir s'il voyait passer des cerfs dans la clairière et décider s'il allait installer une échelle d'affût le lendemain. À cette époque, je travaillais au tribunal. Donc le lendemain matin, j'ai passé plusieurs appels et j'ai commencé à poser des questions. Où en était l'affaire? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il pensait que c'était intentionnel? On m'a chargé d'aller de l'autre côté du fleuve Mississippi, juste en face de l'usine La Roche, pour voir si c'était possible qu'il puisse s'agir d'un accident. À cette distance, avec un très bon fusil, ça aurait pu très bien arriver. On a trouvé des traces de tir sur cible. On a retrouvé plusieurs douilles de calibre 9 mm et 11,43. Un peu plus loin, on a retrouvé d'autres types de munitions, du 22 long rifle et quelques cartouches de fusil. Elles ont été collectées comme preuve éventuelle. On a retrouvé un fragment de balle, la chemise, qui est en cuivre, provenant vraisemblablement du projectile qui a tué Larry. La balle était visiblement entrée par la vitre arrière, avait traversé l'appui-tête et pénétré l'arrière du crâne de Larry Holman. Visiblement, le coup avait été tiré alors que la voiture était en mouvement, parce qu'elle était toujours en position drive quand on est arrivé. On en a conclu qu'il s'agissait probablement d'un accident, une balle tirée depuis l'autre berge du fleuve. Ça paraissait un peu tiré par les cheveux.
Ça pouvait tout à fait être un accident de chasse. On était en plein dans la saison du cerf et il y a toujours des incidents à cette période. Plus je découvrais de détails, comme le fait que Larry était dans sa voiture, en marche, avec les phares allumés, et plus je commençais à trouver ça suspect. Ça n'avait pas du tout l'air d'être un accident. Mon frère Randy, c'est lui qui n'a rien voulu lâcher. Il a dit à la police que c'était absolument impossible qu'une balle tirée depuis l'Illinois puisse atteindre quelqu'un à la tête et le tuer. Quelle est la probabilité? L'Illinois est de l'autre côté du fleuve. Et on aurait dit que la police n'avait pas vraiment envie d'enquêter là-dessus. Elle maintenait que c'était un accident. Randy n'a pas lâché l'affaire. Il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de louche. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Dans cette zone, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Les gens se connaissent. Larry a vécu dans cette maison après son déménagement. Mon père a vécu dans cette petite maison à la fin de sa vie. Mais sinon, on avait une petite ferme plus loin. Tout le monde connaissait la famille Holman. Le frère de Larry était prof et sa belle-sœur aussi. Randy Holman faisait de la politique. Le père de Larry était aumônier dans les prisons, entre autres choses. Donc beaucoup de gens connaissaient les Holman. Mon ex-femme, Kim, m'a appelé et m'a dit « Larry a été tué ». J'étais sous le choc. C'était comme dans un cauchemar que quelqu'un de si proche de vous puisse se faire tuer comme ça. C'était vraiment quelqu'un de bien. Il n'était pas du genre à s'embrouiller avec les gens. J'ai grandi avec Larry Holman. Je suis né dans la maison à côté de la sienne. Je le connaissais depuis que j'étais bébé. On était dans la même paroisse. On allait à l'église tous les quatre, moi avec ma femme et lui avec la sienne. On participait à beaucoup d'activités paroissiales. Je ne savais pas ce qui s'était passé, si c'était accidentel ou intentionnel. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était à l'église. Il est venu me voir et il m'a dit « Je vais perdre mon travail et toi aussi, si on essayait de monter une entreprise de travaux ensemble. » Sur le coup, ça m'a fait rire, parce que Larry savait faire beaucoup de choses, mais la construction, c'était pas son truc. Mais je me souviens qu'il m'avait dit ça. On se souvient toujours de la dernière fois qu'on a parlé à quelqu'un. Cette propriété appartient à ma famille. C'est un bon endroit pour chasser. Je suis là depuis maintenant 23 ans. Quand j'étais jeune, mon frère Larry chassait tout le temps. On allait chasser ensemble pendant la saison du cerf. Ça nous rapprochait. Il ne chassait pas que pendant la saison du cerf ou de la dinde. Il chassait toute l'année. Quand j'ai parlé aux policiers, je leur ai raconté la dernière fois qu'on avait chassé ensemble. C'était début novembre 2000. C'était le premier jour de la saison du cerf. On s'est séparés. On devait être à 500 mètres de distance l'un de l'autre. À un moment, il m'a appelé sur le talkie-walkie et m'a dit « Une balle vient de m'effleurer ». C'était très bizarre. Je suis retourné au camp de chasse et j'ai pris le pick-up pour aller le récupérer. Et
en allant le chercher, j'ai vu un homme traverser un champ en tenue de camouflage. Dans le Missouri, si vous chassez au fusil, le port du gilet orange est obligatoire et cet homme n'en avait pas. Il avait juste un fusil et il a traversé ce champ. Il venait de l'endroit où se trouvait Larry. Ça m'a interpellé. Et quand j'ai rejoint Larry, je lui ai dit « Il y a un chasseur juste de l'autre côté du bois. » Et il m'a dit « Je l'ai pas vu. » C'était bizarre parce que c'était un endroit isolé. Mais en même temps, c'était l'ouverture de la saison du cerf et il y avait des milliers de chasseurs dans les bois. Donc ça ne l'a pas inquiété plus que ça, mais ça l'a marqué quand même. Quand Randy nous a raconté cette histoire de la balle qui avait effleuré la tête de Larry pendant une partie de chasse, on a commencé à faire une enquête de voisinage plus poussée, dans l'espoir de trouver un indice, quel qu'il soit, se rapportant à cet incident. Près du champ où la voiture de Larry avait été retrouvée, il n'y avait que la voie ferrée. C'était le seul moyen d'accéder sur le site de l'usine La Roche. Tout autour, il n'y avait que la forêt. On a donc longé la voie ferrée sur environ 3 km. Il y avait une femme qui vivait à proximité de la voie ferrée, Helen Scott. On lui a demandé si elle avait vu quelque chose. Elle nous a dit qu'un homme avait garé son pick-up non loin de sa maison et en était sorti, un gros fusil à la main, et qu'il s'était dirigé vers la voie ferrée. Je lui ai demandé quand exactement elle avait vu le véhicule et elle m'a dit que c'était le soir où Larry Holman s'était fait tirer dessus, sur le site de l'usine La Roche. En fouillant dans les antécédents de Larry Holman, on a découvert qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Il n'avait visiblement aucun ennemi. Il était ouvrier, il aimait la nature, il chassait, il pêchait. Il avait 2 enfants à qui il apprenait à être de bons citoyens. Tout indiquait que c'était quelqu'un de bien. Il n'avait pas le profil de quelqu'un qui se retrouve mêlé à des activités illicites et finit par se faire tuer. Festus a gardé son ambiance de petite ville. Tout le monde connaît tout le monde. Bonjour, comment ça va? Bien, qu'est-ce que je vous sers? Mon café habituel. Ça marche. Voilà. Parfait. Bonne journée. Merci. Quand il y a un meurtre, comme celui de Larry Holman, c'est inhabituel et choquant pour les habitants. Ça devient leur sujet de conversation numéro 1. Tout le monde veut avoir des détails et savoir ce qu'il s'est passé. On ne parlait plus que de ça. Tout le monde en parlait au café, tout le monde en parlait chez le coiffeur et même à l'église. À l'église, ça parlait beaucoup de la manière dont Tammy s'habillait quand Larry avait le dos tourné et qu'elle allait dans les bars. Je connaissais Tammy depuis longtemps. Elle était jeune. Parfois, elle portait des vêtements qui en laissaient voir un peu trop. Elle pensait que Larry aimait bien sa façon de s'habiller, un peu provocante. Larry travaillait beaucoup et elle passait sûrement beaucoup de temps à la maison, toute seule, avec les enfants. Je suppose qu'à un moment, elle a trouvé ça pesant. Je voyais souvent des voitures garées devant chez eux que je ne connaissais pas. Mais je me disais qu'elle recevait des amis. Des amis femmes, sauf que c'était plutôt des hommes. Mais à l'époque, je ne me doutais de rien. Tammy voyait ses copines, c'est ce que je croyais. Des copines. Il y avait un tas de rumeurs, selon lesquelles Tammy voyait d'autres hommes. Ça a commencé à éveiller nos soupçons. Il fallait considérer ces hommes comme des suspects potentiels dans le meurtre de Larry.
Après la mort de Larry, un jour en allant chercher mes enfants, j'ai remarqué qu'il y avait un homme chez Larry. Et je me suis dit, elle est déjà avec un autre homme, alors que ça fait à peine quelques semaines. Je le connaissais, c'était Tim Smith. Il se comportait comme s'il était chez lui, si peu de temps après. Et ça m'a vraiment choqué. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu du tout. Je me suis dit que c'était vraiment un sale type. Allez. On a entendu des rumeurs. Il y avait un certain Tim Smith qui vivait avec elle. Randy travaillait au tribunal, donc il a prévenu la police. Il leur a dit « ça n'a pas de sens ». Dès que je découvrais quelque chose, je le signalais à la police. Je voulais comprendre ce qu'il se passait. C'était très suspect. Un homme qui débarquait venait s'installer dans le fauteuil de Larry. Je trouvais ça très louche. On a vérifié les antécédents de Tim Smith, mais on n'a rien trouvé. Rien de répréhensible, quelques PV, c'est tout. Tim Smith et Tammy Oldman étaient allés au lycée ensemble. Et à cette époque, ils étaient sortis ensemble. Tim Smith était peut-être là tout simplement en tant qu'ami, mais alors que Larry venait tout juste de mourir, revenir s'immiscer comme ça dans la vie de Tammy, ça paraissait très bizarre. On a décidé de convoquer Tim Smith pour l'interroger sur la mort de Larry Oldman. J'ai interrogé Tim au bureau du shérif. Tim Smith était un homme très arrogant. Je lui ai demandé s'il avait emménagé chez Tammy Oldman. Il a dit qu'environ 15 jours après la mort de son mari, elle lui avait proposé de s'installer chez elle. Il m'a confirmé qu'ils couchaient ensemble. Il vivait avec elle comme son conjoint. Il a ensuite déclaré qu'ils avaient l'intention de se marier dans un avenir proche. Il répétait qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. On a pris sa déposition. Il n'a pas essayé de cacher le fait qu'il vivait chez elle. Il nous a également dit que depuis qu'il vivait là-bas, il lui arrivait de se garer sur le parking d'un hôtel à Festus et qu'un jour, en retournant chercher quelque chose dans sa voiture, il avait découvert qu'on lui avait crevé un pneu et laissé un mot sur le pare-brise qui disait « C'est vous qui l'avez tué ». Il a dit que ça lui avait fait peur. Il ne savait plus quoi penser. Il a déclaré « Je n'ai pas tué Larry Oldman. Au contraire, on n'était pas très proches, mais c'était un ami. » Il a été tué un mardi. Le jeudi, c'était Thanksgiving. Il n'était même pas encore enterré. Donc ça a été un Thanksgiving très triste. On est allé à l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. On a tous pleuré. Parce qu'on se l'imaginait. Il avait toujours un cure-dent dans la bouche et quand ils l'ont trouvé, il avait encore son cure-dent dans la bouche. Tu te souviens à l'enterrement de Jerry? Comment Tammy t'avait demandé de te mettre d'un côté et Randy de l'autre? Oui. Et elle disait que tout le monde, tous les hommes, essayaient de lui mettre la main aux fesses. Oui. Quand on allait à Festus, on passait régulièrement leur dire bonjour et c'est arrivé plusieurs fois que Tammy soit au téléphone, dans la cuisine, pendant qu'on était au salon. Et je l'entendais parler parfois pendant 15 ou 20 minutes à un homme. Elle avait une façon très aguicheuse de parler aux hommes.
Parfois, on allait en voiture à Festus pour faire des courses et on passait devant leur maison. Et on voyait Tammy en bikini, en train de bronzer. Et quand elle voyait passer quelqu'un qu'elle connaissait, elle lui faisait signe et avait un comportement qui laissait aucun doute. Larry savait qu'elle aimait prendre des bains de soleil et il avait fait construire une piscine. Il avait fait ça pour lui faire plaisir. Des gens de la paroisse que je connaissais trouvaient ça choquant. Plusieurs personnes m'ont dit qu'à chaque fois qu'elle passait devant chez Tammy, il y avait un homme différent. Les gens ne trouvaient pas ça normal. À ce stade de l'enquête, il y avait des rumeurs selon lesquelles non seulement Tammy voyait Tim Smith, mais également un autre homme, Tom Ruble. On a commencé à entendre des choses avant la mort de Larry sur Tammy et un certain Tom Ruble, qui fréquentait la même église. Il est passé devant la maison un jour, avant la mort de Larry. Tammy était en train de bronzer en bikini noir. Et il s'est arrêté, lui a demandé son nom, a commencé à discuter avec elle. Et 1 ou 2 jours plus tard, ils avaient une liaison. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit, qu'elle fricotait avec lui. Apparemment, il voulait faire construire une grande maison pour elle. Je suppose qu'il pensait qu'elle allait divorcer. Il y avait une différence d'âge importante entre Tammy et Tom Ruble, ce qui rendait cette relation d'autant plus suspecte. Et Tom Ruble était quelqu'un de peu recommandable. Il fallait creuser un peu plus de ce côté. En enquêtant sur les relations de Tammy, un autre nom qui revenait souvent était celui de Charlie Miller. Beaucoup de gens nous ont dit que Charlie Miller était amoureux de Tammy. Avant la mort de Larry, mon fils aîné, Jeff, travaillait dans un supermarché. Et un jour, un homme est entré, qui allait à la même église que nous, et il a dit à Jeff, « Je voulais vous dire que votre tante Tammy et un certain Charlie Miller se retrouvent au parc tous les jours. » Il a dit, « Elle dépose ses enfants à l'école et va le rejoindre au parc. » Je suis allé voir mon frère Randy et je lui ai dit, « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» J'ai fait savoir au bureau du shérif que Charlie Miller s'intéressait à la femme de Larry. Je savais que Charlie était amoureux d'elle, qu'il avait craqué. Je le savais. Je savais qu'il avait jeté son dévolu sur elle. Je ne le sentais pas, je l'aimais pas. C'était le genre d'homme à qui on ne pouvait pas faire confiance. Charlie Miller était entrepreneur en bâtiment et Larry avait travaillé pour lui, et moi aussi. J'avais remarqué qu'il se proposait toujours de venir chez Larry pour réparer des trucs. Il y était tout le temps fourré. En épluchant ses relevés téléphoniques, on a vu que Tammy Holman avait eu des échanges avec Charlie Miller. Mais elle avait eu aussi des échanges avec Tim Smith et Tom Ruble. On allait devoir s'intéresser d'un peu plus près à ces 3 hommes qui semblaient totalement obsédés par Tammy. Est-ce que l'un d'eux avait décidé de se débarrasser de Larry pour pouvoir enfin avoir Tammy pour lui tout seul? Festus est une petite ville. Tout le monde sait ce que fait, pense ou dit son voisin. Des rumeurs circulaient. On a entendu dire que quelqu'un harcelait la femme de Larry. Et on a appris qu'un homme lui avait envoyé des lettres d'amour après la mort de son mari.
On est allé parler avec Tammy Holman. Elle m'a dit qu'elle avait reçu des lettres de Tom Ruble dans lesquelles il disait qu'il voulait être avec elle. Elle avait peur de lui. Il avait des sentiments pour elle, mais ce n'était pas réciproque. Elle voulait qu'on enquête sur lui et qu'on le considère comme suspect dans la mort de son mari. Quand Larry était encore en vie, Tom écrivait des lettres d'amour à Tammy pour lui dire qu'ils pourraient être heureux ensemble, qu'il l'emmènerait loin de tout ça, qu'il était là pour elle et qu'il lui offrirait la vie qu'elle méritait. Elle nous a donné des copies des lettres qu'il lui avait envoyées. Elles ont été mises sous scellé. Dans la première, il écrit « Tammy, c'est dingue ce qu'il se passe entre nous. Ce que je t'offre te fait peur. Je t'en supplie, ne fais pas de bêtises. » Nous n'avons pas les idées claires, il faut qu'on se ressaisisse. Tu n'as jamais rien eu dans ta vie, mais je vais changer tout ça. Je t'aime, je ne te laisserai pas tomber. Il est temps de laisser le passé derrière nous. Il ne nous fera plus jamais de mal. Qu'est-ce qu'il veut dire par « il ne nous fera plus jamais de mal » ? Est-ce que c'est bizarre ? Oui, je trouve. Donc la question qu'on se pose, moi et les enquêteurs, c'est « est-ce que Tom Ruble est impliqué dans la mort de Larry Holman ?» Je travaillais au bureau de l'assesseur et j'ai découvert que Tammy avait demandé une ordonnance restrictive contre Tom Ruble. Il la harcelait, donc elle a demandé une ordonnance restrictive. Tom a été interrogé. Il a dit qu'il passait parfois régulièrement chez elle lui offrir des fleurs. Il a même été en mesure de nous dessiner le plan de l'intérieur de la maison de Tammy. Et cela pour nous prouver qu'il était bien entré chez elle. Ça a éveillé nos soupçons. Est-ce qu'il aurait été capable de faire quelque chose pour se débarrasser de Larry et enfin avoir la relation dont il rêvait avec Tammy? On a vérifié ses antécédents criminels, on a interrogé des témoins, son sujet. À ce stade, il était clair pour moi que Tom Ruble la harcelait. Au cours de l'autopsie, le médecin légiste a constaté que Larry avait reçu une balle de fusil de gros calibre à l'arrière de la tête. Sans doute un calibre 243 Winchester. Ça correspond au calibre utilisé pour chasser le cerf. Dans le cadre de l'enquête, le fait de connaître le calibre utilisé allait s'avérer utile une fois qu'on aurait une liste de suspects et qu'on pourrait vérifier s'ils possédaient ce type de fusil. Donc on savait que l'enquête était en bonne voie et qu'il ne restait plus qu'à réduire la liste des suspects. Au cours de notre enquête concernant la vie privée de Larry Holman, le nom de Charlie Miller est revenu à plusieurs reprises. Larry m'avait dit que Charlie Miller lui avait montré son fusil. Ils avaient dû aller chasser le cerf à plusieurs, et je suppose que Charlie a voulu montrer le nouveau fusil qu'il venait d'acheter. Et Larry m'a dit que c'était un fusil de calibre 243 Winchester. Et je me suis souvent demandé si c'était l'arme du crime que Charlie lui avait montré. Regarde ce fusil. C'est avec ce fusil que je vais te tuer. On savait que l'arme utilisée pour tuer Larry Holman était un fusil de calibre 243. Un informateur nous a indiqué que Charlie Miller possédait un fusil de ce même calibre. Durant l'interrogatoire de Charlie Miller, je lui ai demandé s'il avait toujours son fusil de calibre 243. Il a dit que oui. Son fusil a donc été saisi comme pièce à conviction et envoyé au labo de la police scientifique du Missouri pour des analyses balistiques et pour voir s'il correspondait à la balle qui avait tué Larry Holman.
Charlie Miller nous a révélé que Larry et lui étaient amis. En tout cas, jusqu'à ce que Larry se rende compte que Charlie était un peu trop proche de sa femme. Donc ils se sont brouillés. Et Larry a fait comprendre à Charlie qu'il devait garder ses distances. Mais visiblement, à un moment donné, la relation qu'il y avait entre lui et Tammy a repris. Il est devenu son confident. Il lui donnait de l'argent, il lui a offert un téléphone portable. C'était l'un des nombreux protagonistes pris dans les nœuds de l'intrigue du feuilleton Tammy Ullman. Je crois que les enquêteurs et moi-même n'avions encore jamais travaillé sur une affaire aussi complexe. Là, on est au sud du site de l'usine La Roche, là où Larry a été tué. Un témoin qui habite par là, Madame Scott, se souvient d'avoir vu un véhicule, un pick-up Nissan Bordeaux, garé ici, les 2 jours précédant le meurtre et le soir même du meurtre. Elle a dit qu'elle n'avait pas parlé au conducteur, mais qu'elle l'avait vu distinctement. Il ne portait pas de gilet orange de chasseur, mais il avait un gros fusil. Et il s'est dirigé vers la voie ferrée, vers l'endroit où Larry a été tué. J'ai organisé une séance d'identification pour Madame Scott, pour voir si elle reconnaissait quelqu'un. On lui a montré Charlie Miller, Tom Rubel et Tim Smith. Elle a immédiatement identifié Charlie Miller. Madame Scott a également reconnu le pick-up de Charlie Miller qu'elle avait vu le soir du meurtre de Larry Ullman. Le 9 janvier 2001, vers 18h, Charlie Miller a été informé de ses droits avant d'être interrogé par les enquêteurs au sujet du meurtre. Il a immédiatement baissé la tête, puis a regardé l'inspecteur et a dit « C'est moi qui l'ai tué ». Durant ses aveux, Charlie a expliqué comment il avait commis ce meurtre et où il s'était positionné pour tirer. Grâce aux informations fournies par Charlie lors de ses aveux, Tom Rubel et Tim Smith ont pu être définitivement rayés de la liste des suspects du meurtre de Larry Ullman. Il nous a indiqué au virage près la direction exacte. Vous passez par cette route, vous tournez au niveau de cet arbre, vous allez vers ce buisson, vous tournez après ce buisson. Et quand on est arrivé à destination, on était au milieu de nulle part. Ce qui est très étrange dans tout ça, c'est que les derniers 3 ou 4 kilomètres de l'itinéraire se trouvaient sur une propriété privée et passaient à travers champs. Et il fallait vraiment savoir où passer, sinon c'était impossible à trouver. Donc de toute évidence, quelqu'un lui avait expliqué comment aller là-bas. Les seules personnes qui auraient pu fournir ces informations à Charlie, c'était moi ou Tammy. Et c'était pas moi. Charlie Miller nous a avoué que c'était Tammy Ullman qui l'avait incité à tuer son mari et qui lui avait fourni des informations sur l'endroit où le trouver et à quelle heure. Il a trouvé l'échelle d'affût de Larry et lui a tiré dessus. Mais il l'a manqué. Il a annoncé à Tammy qu'il l'avait raté, et donc, au téléphone, Tammy l'a poussé à finir ce qu'il avait commencé. Ce qu'il a fait le 21 novembre. Il était évident que Tammy Ullman était celle qui avait orchestré le meurtre de son mari. Elle est dérangée. Quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Personne de normalement constitué ne ferait une chose pareille, alors qu'elle pouvait divorcer. Mais elle pensait qu'elle allait toucher $1 million. Le lendemain de la mort de Larry, je suis allé là-bas pour voir comment allaient Tammy et les enfants. Et elle m'a montré une police d'assurance qui venait de l'entreprise La Roche pour un montant d'1 million de dollars. Elle voulait que je lui confirme
que c'était bien ça. Je pense qu'elle ne l'a pas lu en entier. Je l'ai emportée chez moi pour la lire. Et là, j'ai compris que ce n'était pas une assurance d'essai. C'était une assurance que l'entreprise Laroche faisait signer à tous les gens qui chassaient sur sa propriété. Et en cas d'accident, c'est l'entreprise Laroche qui aurait été dédommagée, pas Larry. Elle pensait qu'elle toucherait $1 million si quelque chose arrivait à Larry. Mais elle n'a pas touché cet argent. Tammy Holman a été interrogée. Elle a déclaré à 3 reprises, je cite, « Je n'ai pas tué mon mari. Je n'ai pas tué mon mari. Je n'ai pas tué mon mari. » Elle essayait de tout mettre sur le dos de Charlie Miller. Elle a déclaré que c'était Charlie Miller qui s'était monté la tête tout seul, concernant ses sentiments et la nécessité de tuer Larry. Elle a toutefois déclaré, vers la fin de l'interrogatoire, qu'elle se sentait responsable de la mort de son mari, Larry Holman. Pour le parquet, pour le procureur, ça constituait un aveu au regard de toutes les informations fournies par Charlie Miller. Ça relève plutôt du meurtre commandité. Charlie Miller était persuadé qu'il finirait en couple avec elle. C'était ça, le contrat. Ce n'était pas un contrat au sens financier du terme, mais c'était un contrat en ce qui concerne les intentions. Charlie pensait qu'il serait son prochain mari, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Je venais souvent ici, avec Larry. J'y ai de très bons souvenirs. Je pense souvent à lui. Et je me demande ce qu'on ferait s'il était toujours en vie. Si on pouvait toujours se voir. Mais... j'aimerais pouvoir changer ça, mais... je peux pas. Fini les souvenirs. Il me manque. Parfois, je m'assieds et je pense à lui. Il me manque vraiment. Ça me fait de la peine qu'il n'ait pas vu ses enfants grandir. Tout ça nous a été enlevé par pur égoïsme et cupidité. Un jour, elle se retrouvera devant Dieu et elle devra rendre compte de ses actes. J'ai du mal à croire que ça fait déjà 20 ans. Mais il ne s'écoule pas une seule journée sans que je pense à lui. On n'était pas du genre à se dire « je t'aime » tout le temps. C'était pas notre style. Pour comprendre l'histoire de Sophie Laurent, il faut d'abord remonter à la genèse de ce qu'elle croyait être sa renaissance. Avant que son nom ne devienne le triste symbole d'un fait divers qui allait secouer la ville de Toulouse, Sophie était une femme en quête de simplicité, d'ancrage et d'authenticité. Comme tant d'autres personnes ayant traversé des épreuves personnelles, son parcours sentimental n'avait pas été un long fleuve tranquille. Sa vie avait été jalonnée de déceptions amoureuses, de promesses effritées et d'espoirs déçus. Elle avait connu ces relations asymétriques où l'on donne beaucoup sans jamais recevoir en retour ces histoires qui s'achèvent dans la fatigue morale et qui laissent derrière elles une certitude amère, celle de ne pas encore avoir trouvé sa véritable place. Mais Sophie n'était pas une femme qui se laissait abattre par le découragement. Elle conservait en elle une foi profonde en l'avenir, une envie tenace de reconstruire quelque chose de solide et de beau. Elle aspirait à la sérénité d'un foyer, aimant un endroit où les blessures du passé pourraient enfin se refermer, pour laisser place à une stabilité durable. C'est précisément au moment où elle s'y attendait le moins que sa route a croisé celle de Marc Delorme. Dès leur première rencontre, Marc a su incarner exactement ce dont Sophie avait besoin. Il dégageait une assurance rassurante, une présence calme et attentive qui tranchait radicalement avec l'instabilité de ses expériences passées. Aux yeux de Sophie, Marc n'était pas seulement un nouvel amour. Il représentait un ancrage, un roc sur lequel elle pouvait enfin s'appuyer sans crainte de voir le sol se dérober sous ses pieds.
L'alchimie entre eux s'est développée rapidement nourrie par le désir partagé de tourner la page des erreurs passées pour bâtir un projet commun sain et équilibré. Très vite, la certitude de faire fausse route s'est dissipée pour faire place à la conviction que cette rencontre n'était pas un hasard, mais une véritable opportunité d'offrir à sa vie la trajectoire apaisée qu'elle cherchait depuis si longtemps. Rien dans les débuts de cette idylle ne laissait pressentir l'ombre d'un drame. Tout s'articulait autour d'une normalité rassurante, presque réconfortante. Le couple prenait le temps de se découvrir, d'échanger sur ses valeurs, ses projets, et très vite la question d'un avenir à deux est devenue une évidence incontournable. Sophie pensait avoir tiré les leçons de ses erreurs passées. Elle avançait avec prudence, mais le comportement constant et bienveillant de Marc finissait jour après jour par dissiper ses dernières réserves. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle s'autorisait à croire que le bonheur n'était pas une illusion éphémère réservée aux autres, mais une réalité à sa portée. Animés par cette volonté de prendre un réel départ, Sophie et Marc ont pris la décision de quitter le cadre de leur ancienne vie pour s'installer ensemble à Toulouse. La ville rose, avec son architecture chaleureuse de briques, sombre ses ruelles animées. Et son rythme de vie doux offrait le décor parfait pour sceller ce renouveau. En choisissant cette métropole du sud de la France, le couple cherchait à créer un espace neutre, une terre vierge de tout souvenir négatif où ils pourraient écrire leur propre histoire loin des spectres du passé. C'était un choix mûrement réfléchi, l'affirmation d'un engagement mutuel à construire un quotidien harmonieux. L'arrivée à Toulouse a marqué le début d'une période d'effervescence et d'enthousiasme. Sophie s'est investie corps et âme dans l'aménagement de leur nouveau domicile. Pour elle, cette maison ne représentait pas simplement un toit, sous lequel dormir ou un ensemble de pièces à meubler. C'était la concrétisation matérielle de sa sécurité retrouvée. Elle a consacré une énergie considérable à faire de cet endroit un cocon chaleureux, apportant un soin particulier aux détails, aux couleurs et à l'atmosphère générale. Chaque objet choisi, chaque meuble disposé avait pour but de créer un espace de paix, un sanctuaire protecteur où sa famille pourrait se réunir et s'épanouir en toute quiétude. Sophie accordait une valeur immense à la vie de famille. Elle pensait fermement que la maison devait être le lieu ultime de la bienveillance, cet endroit où l'on peut tomber le masque, baisser la garde et se savoir totalement protégé du stress et des dangers du monde extérieur. Vue de l'extérieur, l'installation du couple s'est déroulée sous les meilleurs auspices. Les voisins, les nouveaux voisins, tout comme les connaissances locales, voyaient en eux un ménage ordinaire, discret et parfaitement intégré. On les apercevait parfois se promener, échanger des mots courtois, menant une existence paisible à l'abri des regards indiscrets. Rien, absolument rien dans leur comportement public ne trahissait la moindre tension. Marc se montrait prévenant, et Sophie affichait le sourire radieux d'une femme qui avait enfin trouvé sa véritable voie. Pour les proches de Sophie qui venaient leur rendre visite, le soulagement était palpable. Ceux qui l'aimaient et qui l'avaient vu douter par le passé se réjouissaient sincèrement de la voir enfin épanouie, entourée et en sécurité aux côtés d'un homme qui semblait veiller sur elle. Cette période initiale a ainsi consolidé chez Sophie une confiance aveugle envers son conjoint et envers la vie qu'ils étaient en train de bâtir. Elle était convaincue que les épreuves appartenaient définitivement au passé et que la maison toulousaine serait le théâtre de nombreuses années de bonheur partagé. Elle croyait avoir trouvé l'équilibre parfait entre l'amour, le respect et la protection. Malheureusement, c'est précisément dans cette sensation de sécurité absolue que résidait la plus grande fragilité de son existence. Sophie ignorait encore que le refuge qu'elle construisait avec tant de dévouement allait progressivement se refermer sur elle, et que cette apparente harmonie n'était que le premier chapitre d'une trajectoire bien sombre. Pendant les premiers mois de leur vie toulousaine, l'atmosphère au sein du foyer semblait préserver la douceur des débuts. Mais le temps qui consolide parfois les unions les plus sincères possède aussi le pouvoir de révéler les failles soigneusement dissimulées sous le vernis des belles promesses. Progressivement, sans éclat ni rupture brutale, le quotidien de Sophie Laurent a commencé à perdre de son éclat d'origine. Ce changement ne s'est pas opéré du jour au lendemain par une prise de bec mémorable ou une crise spectaculaire. Il s'est insinué goutte à la manière d'une infiltration lente mais destructrice dans les fondations d'une maison qui paraissait solide.
Dans l'intimité du huis clos familial, la dynamique entre Sophie et Marc Delorme s'est infléchie, laissant émerger des comportements et des attitudes qui venaient silencieusement altérer le sentiment de paix que Sophie pensait avoir définitivement conquis. Les premières altérations sont apparues sous la forme de détails subtils si minimes, en apparence qu'il était facile de les mettre sur le compte de la fatigue du stress professionnel ou des aléas ordinaires de la vie à deux. Marc, qui s'était initialement montré attentif, prévenant et d'un calme rassurant, a commencé à manifester une attitude plus distante, parfois empreinte d'une rigidité inattendue. Les discussions fluides et chaleureuses qui meublaient autrefois leur soirée ont progressivement laissé place à des silences plus lourds chargés d'une tension inexprimée. Sophie, dont la sensibilité s'était aiguisée au fil de ses expériences passées, a ressenti ce changement de climat avant même de pouvoir le formuler clairement. Elle a d'abord cherché à minimiser la portée de ces signaux, se persuadant que chaque couple traverse des phases d'adaptation et que le temps permettrait de retrouver la complicité des premiers jours. Elle multipliait les attentions redoublant d'efforts pour maintenir l'harmonie et prévenir la moindre friction dans le foyer. Cependant, au lieu de s'estomper cette rétractation affective et cette froideur grandissante sont devenues la nouvelle norme du quotidien. Un décalage de plus en plus marqué s'est installé entre ce que le couple projetait vers le monde extérieur et la réalité vécue entre les quatre murs de leur résidence. En public, Marc continuait d'arborer le masque d'un époux courtois, posé et sans histoire. Mais une fois la porte refermée, l'ambiance chaleureuse du cocon que Sophie avait pris tant de soin à aménager s'évaporait pour faire place à une atmosphère pesante. L'attention bienveillante s'était muée en un regard plus critique, en des remarques insidieuses, qui sans jamais prendre la forme d'éclats de voix, remettait progressivement en question les choix, les initiatives, confiance même de Sophie. Cette forme de pression psychologique discrète et constante agissait comme un poison à diffusion lente, sapant peu à peu l'assurance que Sophie avait mis tant d'années à reconstruire. Pour les proches de Sophie, qui continuaient à prendre de ces nouvelles à distance ou lors de rares rencontres, la transformation de la jeune femme s'est opérée de façon quasi imperceptible au début avant de devenir un sujet de préoccupation lancinant. Sophie, autrefois connue pour son enthousiasme communicatif, son rire spontané et sa joie de vivre semblaient s'éteindre doucement. Ceux qui la connaissaient intimement notaient une prudence nouvelle dans ses propos, une réserve inhabituelle, lorsqu'il s'agissait d'évoquer sa vie de couple ou ses projets d'avenir. Elle apparaissait souvent distraite, le regard parfois perdu comme habité par une inquiétude permanente qu'elle s'efforçait de masquer sous des sourires de façade. Lorsqu'on l'interrogeait sur son moral ou sur le déroulement de sa nouvelle vie à Toulouse, elle répondait par des généralités rassurantes, cherchant systématiquement à dédouaner son conjoint et à rejeter la faute de sa lassitude sur le surmenage ou la fatigue du quotidien. Cette volonté de préserver les apparences n'était pas seulement une marque de pudeur. Elle traduisait un véritable mécanisme de défense de la part de Sophie. Reconnaître que la situation se dégradait revenait à admettre l'échec d'un projet dans lequel elle avait investi toutes ses illusions et ses dernières réserves d'espoir. Ayant déjà connu le sentiment d'amertume lié aux déceptions sentimentales, Sophie redoutait par-dessus tout le jugement d'autrui et la perspective de devoir affronter une nouvelle rupture. Elle s'accrochait donc fermement à l'idée que tout pouvait encore rentrer dans l'ordre, convaincue qu'avec de la patience, de la compréhension et une présence constante, elle parviendrait à apaiser les tensions et à restaurer l'équilibre initial. Cette posture de conciliation permanente l'a malheureusement conduite à tolérer l'intolérable, à accepter un isolement progressif et à normaliser des attitudes qui pourtant restreignaient jour après jour son espace de liberté et sa tranquillité d'esprit. Pendant ce temps, les fissures dans la structure familiale ne faisaient que s'agrandir. Le sentiment de sécurité qui constituait le socle même de la vie de Sophie s'effritait inéluctablement. La maison de Toulouse, initialement conçue comme un havre de paix et un bouclier contre les incertitudes du monde extérieur, se transformait peu à peu en un espace d'enfermement moral où l'incertitude et la vigilance étaient devenues la règle. Chaque mot, chaque geste devait désormais être pesé pour éviter d'alimenter une contrariété latente chez Marc.
Sophie vivait désormais dans une attente anxieuse, observant le visage de son époux pour y déceler l'humeur du jour, adaptant son comportement dans l'espoir de préserver une illusion de calme. Sans que personne ne mesure encore la gravité de la trajectoire qui dessinait la bascule s'était opérée. L'histoire d'amour idéal s'était muée en un piège psychologique invisible où l'emprise et la détérioration de la confiance ouvraient la voie à une vulnérabilité totale. Sophie Laurent s'enfonçait seule dans cet engrenage, isolée au cœur même de son propre sanctuaire, ignorante du fait que les ombres qui s'accumulaient autour d'elle préparaient le terrain pour l'impensable. Au fil des mois, l'érosion invisible qui minait le quotidien de Sophie Laurent a fini par céder la place à une réalité bien plus lourde et oppressante. L'illusion d'un foyer harmonieux, soigneusement entretenu au prix d'efforts constants, s'est définitivement brisée au sein du logement toulousain. Le piège psychologique s'est refermé avec une précision redoutable, transformant la vie de Sophie en un parcours d'obstacles quotidiens où la spontanéité n'avait plus aucune place. Ce qui n'était au départ que des réticences, des silences pesants ou des critiques piques s'est mué en un système de contrôle méthodique et étouffant. Marc Delorme avait peu à peu instauré une emprise presque totale sur la routine de la maison, étendant sa présence et son exigence sur chaque aspect de l'existence de son épouse. Cette emprise ne s'est pas manifestée par des éclats publics ou des gestes spectaculaires qui auraient pu alerter le voisinage ou les autorités. Elle s'est installée dans le secret des pièces closes à travers une surveillance constante et une remise en question permanente des capacités et des décisions de Sophie. Le sentiment de sécurité que la jeune femme était venue chercher à Toulouse s'est totalement dissous pour laisser place à un état d'alerte permanent. Chez elle, dans ce lieu qu'elle avait décoré avec tant d'amour pour en faire un sanctuaire, Sophie avançait désormais sur des œufs. Chaque parole prononcée, chaque déplacement, chaque initiative domestique était scrupuleusement analysée, soupçée et souvent désapprouvée. L'espace de liberté de Sophie s'amenuisait de jour en jour, réduit à une marge de manœuvre minuscule où la moindre erreur d'appréciation pouvait déclencher une froideur glaciale ou des reproches acerbes. L'un des leviers les plus puissants de ce processus d'isolement a été la rupture progressive des liens extérieurs. Sans jamais interdire formellement à Sophie de voir ses proches, Marc a su instiller un malaise diffus autour de ses relations amicales et familiales. Des remarques désobligeantes sur ses amis, des interrogations répétées sur la fréquence de ses appels téléphoniques ou des manifestations de mécontentement à l'idée de recevoir des visites ont peu à peu découragé Sophie d'entretenir son réseau social. Par crainte de susciter des tensions inutiles au sein du couple, elle a commencé à espacer ses contacts, à écourter ses conversations et à décliner les invitations. Elle s'est progressivement coupée de ceux qui auraient pu lui ouvrir les yeux ou lui tendre une main secourable. Cet isolement social a eu pour effet direct de renforcer sa dépendance affective et morale envers Marc, la privant de tout point de comparaison extérieure et de tout soutien bienveillant. Sur le plan psychologique, l'impact de cette détérioration a été dévastateur. Sophie, autrefois si pleine de projets et d'énergie, s'est enfermée dans une lassitude profonde. La confiance qu'elle avait mis tant d'années à rebâtir s'est effondrée sous le poids des critiques insidieuses et de la dévalorisation constante. Elle en était venue à douter de sa propre perception des événements, se demandant fréquemment si elle n'était pas elle-même responsable du climat délétère qui régnait à la maison. Cette stratégie de culpabilisation très fréquente dans les dynamiques d'emprise toxique a fini par anéantir ses capacités de réaction. Sophie ne cherchait plus à se défendre ni à imposer ses choix. Elle s'efforçait simplement de traverser les journées sans encombre, concentrant toute son énergie à maintenir une paix précaire et artificielle. Les quelques témoins privilégiés de cette période, notamment ses proches, lorsqu'ils parvenaient à avoir de ses nouvelles, percevaient bien la gravité de la situation, même si l'ampleur exacte du phénomène leur échappait encore. Ils découvraient une femme épuisée physiquement et mentalement, marquée par un stress chronique. La voix de Sophie au téléphone trahissait une hésitation constante, une peur sous-jacente de trop en dire ou d'être surprise en train de se confier. Le décalage entre la vie idéale qu'elle avait espéré construire à Toulouse et la réalité de sa détention émotionnelle devenait flagrant. Cependant, la pudeur, la peur du jugement et l'espoir tenace d'une amélioration
l'empêchaient de lancer un véritable appel au secours. Sophie continuait de porter seule ce fardeau, convaincue à tort qu'elle pouvait encore maîtriser la situation ou que Marc finirait par redevenir l'homme prévenant qu'il avait été au premier jour de leur rencontre. Ainsi s'est achevée la première phase de ce drame familial. Le cadre était désormais posé, un foyer en apparence paisible au cœur de la ville rose, derrière les murs duquel s'exerçait une domination psychologique étouffante. Sophie Laurent, qui avait tout quitté pour trouver un refuge et une vie nouvelle, se retrouvait totalement piégée dans la structure même qu'elle avait bâtie pour se protéger. L'équilibre du couple était désormais d'une fragilité extrême. Maintenant Sophie dans une vulnérabilité absolue. Sans qu'elle ne puisse encore en mesurer la tragique issue, l'engrenage était définitivement enclenché, transformant l'asile tant recherché en un théâtre d'ombre d'où il deviendrait bientôt impossible de s'échapper. Pour comprendre l'évolution dramatique de cette histoire, il faut scruter attentivement la période où la faille entre Sophie Laurent et Marc Delorme est devenue irréversible. Dans tout drame intime, la détérioration ne survient pas de manière soudaine. Elle s'installe par un glissement lent mais inexorable, transformant la dynamique familiale en un climat lourd de non-dits et de tensions sous-jacents. Après l'installation initiale à Toulouse et l'érosion progressive des illusions d'un bonheur simple, le quotidien du couple s'est engagé dans une trajectoire beaucoup plus sombre. La façade d'harmonie que Sophie s'était efforcée de maintenir avec tant de dévouement commençait à se fissurer sous le poids d'un changement d'attitude profond et systématique de la part de son conjoint. Marc Delorme, qui s'était présenté au début de leur relation comme un homme protecteur attentif et garant d'une stabilité rassurante, a progressivement dévoilé un visage bien différent dans le secret de leur foyer. La tension constante des premiers temps s'est muée en une distance glaciale entrecoupée de manifestations d'autorité imprévisibles. Ce changement ne s'est pas traduit par des scènes d'éclat qui auraient pu attirer l'attention du voisinage, mais par une transformation insidieuse des comportements au quotidien. Marc a commencé à exercer une pression discrète mais constante sur les habitudes de Sophie, imposant ses règles, ses humeurs et ses attentes, sans laisser la moindre place au dialogue ou à la négociation. Chaque décision concernant la vie de la maison, l'organisation du temps libre ou la gestion des priorités devait désormais passer par son approbation implicite ou explicite. Face à cette transformation, Sophie s'est retrouvée plongée dans une perplexité douloureuse. Elle qui avait tout quitté pour rebâtir une vie sereine dans le sud de la France, voyait ses repères s'effondrer un à un. L'amour et la confiance qu'elle portait à son mari l'ont d'abord poussée à chercher des excuses à mettre ce changement d'humeur sur le compte des contraintes professionnelles ou des difficultés de l'adaptation. Elle a tenté de s'adapter, de devancer les désirs de Marc et de modifier sa propre conduite pour éviter les sources de friction. Mais plus Sophie cédait du terrain, plus l'emprise psychologique de Marc s'affirmait. L'atmosphère de la maison toulousaine, autrefois pensée pour être un cocon douillet, s'est chargée d'une lourdeur permanente. Le silence, qui aurait dû être un synonyme de paix et de repos, était devenu un instrument de tension, un vide pesant où chaque mot inexact pouvait être interprété comme un acte de défiance. L'un des aspects les plus marquants de cette première étape a été le processus d'éloignement progressif de Sophie par rapport à son entourage. Pour qu'une situation de domination s'installe pleinement, l'isolement de la personne visée constitue souvent un facteur déterminant. Marc a ainsi entrepris de manière méthodique et sans heurts ostensibles de restreindre les contacts de Sophie avec le monde extérieur. Il manifestait de la désapprobation lorsqu'elle passait trop de temps au téléphone avec ses amis ou sa famille, émettait des remarques critiques sur le comportement de ses proches, ou organisait l'emploi du temps du couple de façon à réduire au minimum les occasions de sortie ou de visite. Sophie, soucieuse de ne pas détériorer davantage le climat conjugal, a progressivement renoncé à maintenir ses liens sociaux. Elle annulait des rendez-vous, tardait à rappeler ses confidents et finissait par s'isoler elle-même pour préserver une apparence de calme à la maison. Cet isolement forcé a eu des conséquences profondes sur la santé émotionnelle de Sophie. Privée de miroir extérieur, sans personne à qui confier ses doutes ou auprès de qui vérifier si ce qu'elle vivait était normal, elle a commencé à perdre ses propres certitudes.
La confusion s'est installée dans son esprit. La femme vive autonome et pleine d'énergie qu'elle était autrefois laissait place à une personne hésitante constamment sur la défensive, observant sans cesse les réactions de son époux pour adapter son attitude. La fatigue nerveuse liée à cet état de vigilance permanente a entamé sa résistance physique et morale. Sophie s'éteignait à petit feu piégé dans une routine où la recherche de la sécurité l'avait conduite à accepter une privation progressive de sa liberté personnelle. Malgré la gravité de cette évolution, la situation demeurait invisible aux yeux de la communauté. En public, Marc maintenait une posture d'homme courtois et sans histoire offrant l'image d'un conjoint attentif. Sophie, de son côté, continuait d'arborer un sourire de façade lorsqu'elle croisait des connaissances ou des commerçants du quartier, masquant sa détresse par pudeur et par la peur d'admettre l'échec de son projet de fille. C'est cette dualité entre l'apparence extérieure et la réalité du foyer qui rend cette période si troublante, l'environnement domestique qui aurait dû être le refuge. Le plus sûr était devenu le théâtre d'une contrainte silencieuse, marquant le premier acte d'une rupture définitive avec la vie paisible, à laquelle Sophie avait aspiré. Bien que Sophie Laurent s'efforçât de préserver les apparences avec un courage héroïque, les fissures d'un tel verrouillage psychologique finissent toujours par laisser filtrer des indices. La dégradation de la situation conjugale au sein du foyer toulousain a progressivement franchi les murs de la maison pour éveiller l'inquiétude grandissante de son cercle intime. Ceux qui connaissaient Sophie depuis toujours, sa famille, ses enfants, ainsi que ses amis les plus proches, possédaient une connaissance trop fine de sa personnalité pour ne pas remarquer la lente mais inéluctable métamorphose qui s'opérait en elle. Le décalage entre la femme lumineuse, spontanée et pleine d'assurance qu'ils avaient toujours chérie et l'ombre réservée craintive qu'elle devenait sous leurs yeux s'est imposé comme une évidence douloureuse. Au fil des mois, les contacts entre Sophie et ses proches sont devenus non seulement plus rares, mais surtout profondément altérés dans leur nature. Les conversations téléphoniques, autrefois longues, chaleureuses et émaillées de rires, se trouvaient désormais écourtées de manière précipitée. Les proches notaient une hésitation constante dans sa voix des blancs inhabituels et un ton anxieux dès que la discussion abordait les détails de sa vie quotidienne avec Marc Delorme. Sophie semblait peser chaque mot avec une prudence extrême, comme si elle craignait d'être surprise ou d'en révéler trop sur l'atmosphère étouffante de sa maison. Lorsqu'on l'interrogeait directement sur son moral ou sur des projets d'avenir, elle s'empressait de détourner la conversation, se réfugiant derrière des prétextes vagues tels que la fatigue, accumulée, le stress du travail ou des soucis d'organisation domestique. Elle cherchait systématiquement à justifier l'attitude de son mari, devançant les critiques pour le présenter sous un jour favorable dans un effort désespéré pour convaincre son entourage, et peu être pour se convaincre elle-même que tout était sous contrôle. Cependant, ces justifications maladroites ne faisaient qu'accroître l'angoisse de ses confidents. Lors des rares occasions où Sophie acceptait de recevoir de la visite ou de se déplacer sans être accompagnée de Marc, les signes physiques et comportementaux de sa détresse sautaient aux yeux. Son regard autrefois vif paraissait souvent éteint perdu dans des pensées sombres. Elle affichait une posture tendue sursautant au moindre bruit ou vérifiant fréquemment l'heure, hantée par la crainte de rentrer en retard ou d'alimenter la contrariété de son conjoint. Ses proches ont commencé à rassembler les pièces d'un puzzle inquiétant. Ils se souvenaient de détails autrefois insignifiants, une réflexion déplacée de Marc en public qui avait jeté un froid, une manie de corriger Sophie devant témoins, ou cette façon autoritaire de monopoliser la parole et de trancher à sa place. Tout indiquait qu'elle n'était plus maîtresse de ses choix et que sa vie quotidienne s'articulait désormais autour d'une peur constante de déplaire. Face à ce constat alarmant, certaines amies et des membres de sa famille ont tenté d'aborder le sujet de front, lui tendant la main et lui offrant un refuge si elle ressentait le besoin de prendre du recul. Mais aborder une dynamique d'emprise toxique avec une personne qui s'y trouve enfermée se heurte souvent à un mur de déni et de protection. Sophie, prise au piège d'un sentiment de loyauté brisé, et par la honte de devoir admettre l'échec de cette union qu'elle avait tant espérée, repoussait doucement ses perches tendues. Elle minimisait la portée des incidents
affirmant qu'il s'agissait de simples ajustements au sein de leur couple et que Mark avait simplement un caractère affirmé. Cette réaction est caractéristique des personnes soumises à une pression psychologique continue l'isolement et la dévalorisation finissent par troubler la perception des limites acceptables, poussant la personne à banaliser des comportements qui constituent pourtant une grave atteinte à sa dignité et à sa sérénité. L'inquiétude des proches s'est alors muée en un sentiment d'impuissance rongeant. Ils voyaient Sophie s'éloigner inexorablement prisonnière d'une cage invisible dont les barreaux se resserraient un peu plus chaque jour. Les enfants de Sophie, Manon et Chloé observaient elles aussi avec un désarroi profond l'altération de la dynamique familiale. L'ambiance autrefois chaleureuse de la maison s'était refroidie, cédant la place à un climat d'incertitude permanente où la moindre contrariété de Mark pouvait faire basculer la journée dans un silence glacial. Bien que les détails exacts de la relation conjugale restent souvent confinés à l'intimité du couple, le changement de comportement de leur mère et l'atmosphère pesante de la maison constituaient un signal d'alarme indéniable. Pour les deux jeunes femmes, avec le recul de l'histoire, ces témoignages de proches constituent des étapes fondamentales pour appréhender la tragédie qui se profilait. Ils démontrent que la violence d'un drame ne commence pas au moment où le coup fatal est porté, mais bien des mois, voire des années auparavant, dans l'ombre d'une domination quotidienne qui dépossède une personne de son identité. La transformation de Sophie Laurent n'était pas passée inaperçue. Elle avait été observée, pleurée et redoutée par ceux qui l'aimaient. Mais malgré toute l'affection qu'il lui portait, personne ne pouvait deviner à quel point le danger était imminent, ni mesurer la noirceur du piège qui se refermait inexorablement sur elle à l'abri des regards de la ville, de Toulouse. À mesure que les semaines s'écoulaient dans cette atmosphère saturée d'inquiétude et de non-dits, le quotidien de Sophie Laurent est entré dans sa phase la plus critique. La fracture entre la réalité destructrice du foyer et l'image d'une vie paisible s'est creusée jusqu'à devenir un gouffre infranchissable. Ce qui avait commencé par une simple froideur affective, suivie d'un isolement progressif et d'une dévalorisation insidieuse, s'est transformé en une véritable mécanique d'enfermement. Dans le cadre feutré de la maison de Toulouse, la tension n'était plus sporadique. Elle était devenue permanente, palpable, pesant sur chaque seconde de l'existence de Sophie comme une menace diffuse mais constante. Cette escalade s'est déroulée à huis clos loin du regard des voisins et de la communauté toulousaine. Marc Delorme avait réussi à instaurer un climat où l'imprévisibilité était devenue sa principale arme de contrôle. Sophie ne savait jamais quel visage son époux allait arborer en franchissant le seuil de la maison. Une parole anodine, un geste du quotidien ou un simple retard de quelques minutes pouvait suffire à déclencher une hostilité froide ou des reproches d'une violence psychologique inouïe. Pour survivre dans cet environnement instable, Sophie s'était résignée à un effacement presque total. Elle avait appris à restreindre ses mouvements, à taire ses opinions et à anticiper les moindres exigences de son conjoint. Cette adaptation permanente exigeait une énergie épuisante, réduisant sa vie à une quête perpétuelle de neutralité pour éviter la crise. C'est dans cette phase d'épuisement moral intense que le piège s'est définitivement refermé. Sophie se trouvait dans un état de vulnérabilité extrême. Privée du soutien régulier de ses amis et des membres de sa famille, qu'elle avait éloignés malgré elle, elle n'avait plus accès aux ressources extérieures qui auraient pu lui permettre de briser ce cercle vicieux. Les alertes lancées par ses proches restaient en suspens, bloquées par la honte et par cette conviction irrationnelle si fréquente chez les personnes sous emprise qu'il lui appartenait de réparer la situation. Sophie s'accrochait désespérément aux fragments de souvenirs de leur rencontre, espérant retrouver l'homme, prévenant que Marc avait été au tout début de leur histoire. Cet espoir illusionnel agit comme un anesthésique, la retenant prisonnière d'une relation qui détruisait jour après jour son intégrité et sa liberté. Au fur et à mesure que la fin de l'année approchait, les tensions internes au couple ont atteint un point de saturation. Les ajustements et les concessions de Sophie ne suffisaient plus à apaiser l'insatisfaction et l'impatience de Marc. L'équilibre précaire de la maison reposait désormais sur un fil d'une fragilité extrême. Dans cet espace clos où l'autorité de Marc ne rencontrait plus de résistance ouverte, la frontière entre le contrôle psychologique et le basculement vers l'irréparable devenait de plus en plus poreuse.
Sophie, bien qu'épuisée, commençait à pressentir que cette situation ne pourrait pas durer éternellement, mais elle se trouvait totalement dépourvue de moyens pour s'en extraire en toute sécurité. La maison qu'elle avait décorée avec l'espoir d'y trouver un abri définitif s'était définitivement métamorphosée en une prison invisible dont elle ne possédait plus la clé. Les derniers jours précédant le drame ont été marqués par une lourdeur suffocante. Dans le quartier toulousain d'apparence si tranquille, rien ne laissait manifester l'urgence de la situation. Les lumières de la maison s'allumaient et s'éteignaient comme dans n'importe quelle autre propriété de la rue, masquant aux yeux du monde le désespoir d'une femme piégée et l'assombrissement définitif d'un homme résolu à maintenir sa domination. Les proches de Sophie, bien qu'inquiets du silence prolongé de la jeune femme, ignoraient qu'ils assistaient aux ultimes instants d'un processus destructeur entamé des mois plus tôt. L'isolement était désormais total, l'emprise absolue et la vulnérabilité de Sophie sans défense. Ainsi s'achève cette deuxième partie du récit sur le seuil d'une rupture inévitable. L'histoire de Sophie Laurent illustre avec une clarté effrayante comment la violence d'un drame conjugal s'enracine bien avant d'atteindre son point culminant. Elle ne naît pas d'un éclair soudain dans un ciel serein, mais d'une longue dégradation silencieuse où chaque concession, chaque isolement et chaque peur accumulées préparent le terrain pour la catastrophe. À l'aube du mois de janvier 2016, la maison de Toulouse n'était plus un foyer, mais le théâtre d'un drame imminent dont l'issue allait choquer toute une région et laisser des blessures incicatrisables. Le vendredi 8 janvier 2016 s'est levé sur la ville de Toulouse dans une atmosphère hivernale ordinaire, froide et brumeuse. Rien dans la lumière blême de cette matinée ne laissait présager que cette date allait marquer une rupture irréversible et graver un souvenir effroyable dans la mémoire collective locale. Dans le quartier résidentiel où résidaient Sophie Laurent et Marc Delorme, le rythme quotidien reprenait son cours habituel, les voisins partaient au travail, le trafic s'animait doucement dans les rues adjacentes et les maisons alignées offraient l'image rassurante d'une communauté paisible. Pourtant, derrière la porte de la demeure du couple, l'atmosphère n'avait rien de banal. La tension accumulée au fil des mois d'isolement, de pression psychologique et d'emprise silencieuse avait atteint un niveau de saturation où la moindre étincelle menaçait de faire tout basculer. Pour Sophie, ce début d'année 2016 ne représentait plus les promesses d'espoir qu'elle avait formulées lors de son arrivée dans la ville rose. L'épuisement nerveux et la lassitude morale l'avaient conduite à un point d'inflexion crucial. Même sous le poids d'une domination quotidienne qui avait cherché à étouffer sa volonté, un instinct élémentaire de survie et de dignité continuait de subsister en elle. Les semaines précédentes avaient été marquées par des frictions de plus en plus vives et des exigences toujours plus étouffantes de la part de Marc. La stratégie d'évitement et de conciliation systématique que Sophie avait adoptée pendant si longtemps montrait ses limites tragiques. Elle réalisait progressivement, avec une lucidité douloureuse, que la paix qu'elle recherchait tant ne viendrait jamais de nouvelles concessions, et que le foyer qu'elle avait construit pour se protéger était devenu l'épicentre même de son insécurité. C'est dans ce contexte d'extrême fragilité que les événements de cette matinée fatidique se sont enchaînés. À l'abri des regards extérieurs dans l'enceinte close de leur domicile, une altercation s'est déclarée entre les deux conjoints. Contrairement aux disputes ordinaires qui recherchent une issue ou une négociation, cet échange s'inscrivait dans le prolongement direct d'un processus d'escalade entamé depuis des mois. Pour Marc Delorme, voir l'autorité et le contrôle qu'il exerçait sur son épouse remis en question ou menacé par une volonté d'émancipation représentait une rupture intolérable du rapport de force qu'il avait méthodiquement instauré. L'atmosphère est rapidement devenue irrespirable, lourde d'une hostilité qui dépassait désormais le cadre des simples mots ou des reproches habituels. Le drame s'est joué dans le silence et la confidentialité de la sphère privée, là où Sophie se croyait autrefois à l'abri des dangers du monde. En l'espace de quelques instants tragiques, la violence psychologique subie pendant des mois s'est matérialisée sous sa forme la plus extrême et la plus irréparable. Le passage à l'acte s'est accompli avec une brutalité soudaine, mettant un terme net et définitif aux espoirs, aux peurs et à la vie de Sophie Laurent. À l'âge où elle aspirait seulement à la quiétude et au bonheur familial,
Son parcours s'est arrêté brusquement victime directe de l'homme en qui elle avait placé sa confiance la plus absolue. Pendant que ce crime s'accomplissait à l'intérieur, le monde extérieur continuait de tourner en totale ignorance du drame. Dans la rue, les passants marchaient sans se douter qu'à quelques mètres d'eux, derrière des volets clos, l'impensable venait de se produire. Cette dissociation terrifiante entre la banalité du cadre extérieur et la gravité de la tragédie intérieure constitue l'un des aspects les plus saisissants de ce fait divers. La maison de briques roses, symbole d'ancrage et de sécurité pour la famille, s'était définitivement transformée en une scène de crime glacial, gardant pour elle les derniers instants de détresse de Sophie. Aussitôt le geste accompli, une chape de silence mortel est retombée sur la demeure toulousaine. L'excitation de la dispute et la violence de l'acte ont laissé place à la froide réalité de l'irréparable. Pour Marc Delorme, le temps de la domination verbale et psychologique était désormais révolu. S'ouvrait alors celui des actes dissimulés de la confrontation avec la justice et de l'effondrement définitif du mensonge conjugal. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le mariage, qui avait débuté sous le signe d'un nouveau départ, venait de s'achever dans le sang et l'horreur. Cette première étape du drame marque le point de non-retour de cette affaire criminelle. En enlevant la vie à Sophie, l'accusé n'a pas seulement détruit une personne. Il a brisé l'avenir de ses deux filles, Manon et Chloé, et dévasté toute une communauté de proches qui redoutaient une issue malheureuse, sans jamais avoir osé imaginer un tel dénouement. Le matin du 8 janvier 2016 est resté comme le moment où l'illusion d'un refuge s'est brisée à jamais, laissant la place à l'ouverture d'une enquête judiciaire qui allait progressivement faire la lumière sur l'horrible vérité dissimulée derrière les portes de la maison toulousaine. Dans les heures qui ont suivi le passage à l'acte tragique au matin du 8 janvier 2016, le temps semblait s'être suspendu au sein de la résidence de Toulouse. L'immobilité mortelle qui régnait désormais dans la maison contrastait violemment avec le choc invisible qui venait de briser la vie de Sophie Laurent. Très vite, la réalité s'est imposée et la dissimulation n'était plus une option durable. L'alerte a finalement été donnée, brisant le calme trompeur du quartier et déclenchant une intervention d'urgence qui allait transformer cette demeure ordinaire en une zone sous scellé judiciaire. Lorsque les véhicules des services de secours et des forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux, leurs gyrophares bleus balayant les façades paisibles de la rue, le voisinage a pris conscience qu'un événement hors du commun venait de se produire. Les sirènes hurlantes ont brisé le silence hivernal attirant aux fenêtres et sur les trottoirs des riverains intrigués et inquiets. Pour les premiers intervenants pompiers et policiers, le franchissement du seuil de la maison a immédiatement confirmé leurs craintes les plus sombres. L'atmosphère à l'intérieur était glaciale, chargée de l'odeur caractéristique et pesante d'une scène de violence récente. En pénétrant dans la pièce principale, les secouristes se sont retrouvés face à un spectacle d'une gravité absolue. Le corps sans vie de Sophie Laurent gisait là portant les marques irréfutables d'un acte violent direct. Malgré la rapidité d'intervention des équipes médicales dépêchées sur place, tout effort de réanimation s'est révélé rigoureusement inutile. Les praticiens n'ont pu que constater le décès de la victime, fixant l'heure de sa disparition, et scellant ainsi l'ouverture officielle d'une enquête pour homicide. Pour ces professionnels pourtant habitués aux situations d'urgence, la brutalité du constat au cœur d'un environnement familial, si soigneusement entretenu, conservait une charge émotionnelle saisissante. Simultanément, la présence de Marc Delorme sur les lieux de la tragédie a immédiatement concentré l'attention des enquêteurs de la police judiciaire. L'homme qui avait partagé la vie de la victime et juré de la protéger se tenait au centre de la scène de crime. Son attitude, la cohérence de ses premières déclarations et les traces évidentes laissées par l'affrontement ont rapidement soulevé de lourdes interrogations chez les policiers aguerris. L'illusion du mari éploré ou dépassé par un drame imprévisible n'a pas résisté longtemps à l'examen préliminaire des faits. Face au constat matériel et à l'incompatibilité flagrante entre ces explications et la réalité des constatations médico-légales, Marc Delorme est passé du statut de témoin clé à celui de principal suspect. Il a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue, quittant la maison sous escorte policière, devant le regard médusé des badauds rassemblés à l'extérieur.
Très vite, le périmètre a été entièrement bouclé par un ruban de sécurité de la police technique et scientifique. La maison de Toulouse, autrefois lieu de vie et d'espoir pour Sophie, est devenue le théâtre d'un travail d'investigation minutieux et méthodique. Les experts en criminalistique vêtus de leurs combinaisons blanches ont investi chaque pièce pour relever les empreintes, analyser les projections, photographier les moindres détails et prélever les indices susceptibles de reconstituer avec précision la chronologie exacte des derniers instants de la victime. Chaque objet déplacé, chaque trace biologique ou matérielle devenait un élément de preuve crucial, destiné à faire parler le silence et à établir la vérité des faits. La nouvelle de la mort tragique de Sophie Laurent s'est répandue comme une onde de choc à travers la ville de Toulouse. Pour la presse locale et les habitants du quartier Le Drame, a suscité un sentiment profond de stupéfaction et d'incompréhension. Comment une existence apparemment si rangée au sein d'un couple ordinaire sans histoire officielle avait-elle pu basculer dans une telle horreur, la façade de respectabilité que le couple affichait depuis son installation s'effondrait d'un coup, révélant la présence d'un danger mortel tapi au cœur même de l'enceinte familiale. Cette deuxième étape franchit le cap décisif de la matérialisation du crime et du basculement dans le domaine judiciaire. La découverte du corps de Sophie a marqué la fin irrémédiable des mensonges et de l'emprise dissimulée laissant place à la rigueur de l'enquête policière. Mais au-delà de la procédure pénale qui s'engageait cette journée du 8 janvier 2016, laissait derrière elle un champ de ruines humaines. À cet instant précis, la tragédie quittait le cadre feutré du logement de Toulouse pour frapper de plein fouet ceux qui aimaient Sophie, et en premier lieu ses deux filles Manon et Chloé propulsées sans préavis dans le pire des cauchemars. Si le travail de la police scientifique et les procédures judiciaires répondaient à des protocoles froids et rigoureux, le drame humain engendré par la mort de Sophie Laurent prenait au même moment une dimension d'une violence inouïe. Pour ses proches, l'annonce officielle du décès de Sophie s'est propagée comme un séisme dévastateur, détruisant instantanément l'existence de ceux qui gravitaient autour d'elle. Mais au centre de cet épicentre de douleur et d'incompréhension se trouvaient ses deux filles Manon et Chloé Laurent. Pour ces deux jeunes femmes, la journée du 8 janvier 2016 restera à jamais gravée comme le moment précis où leur univers familial s'est effondré, emporté par une trahison d'une noirceur inimaginable. Lorsque la nouvelle leur a été annoncée par les autorités, le choc initial a dépassé les limites de ce que l'esprit humain est capable d'absorber spontanément. Recevoir la confirmation que leur mère, cette femme si aimante, si dévouée et si centrale dans leur live, n'était plus constituée déjà une épreuve insurmontable. Sophie était leur pilier, leur repère affectif, celle vers qui elles se tournaient dans les moments de doute. L'idée même que sa voix s'était tue à jamais et qu'elle ne verrait plus son sourire semblait irréelle, presque absurde. Mais à ce chagrin immense est venue s'ajouter une seconde révélation encore plus terrifiante et destructrice, l'identité de l'homme accusé d'avoir commis cet acte irrémédiable. L'annonce de la garde à vue et des accusations pesant sur Marc Delorme a plongé Manon et Chloé dans un abîme de confusion et d'effroi. L'homme que leur mère avait choisi pour reconstruire sa vie, celui avec qui elles avaient partagé des repas des fêtes de famille et des moments de quotidien à Toulouse, était désigné par les enquêteurs comme le bourreau de leur mère. La vérité s'imposait à elle dans toute sa cruauté, la personne en qui Sophie avait placé toute sa confiance. Celle qu'elle croyait être son protecteur et son partenaire de vie était en réalité l'artisan de sa perte. Cette double peine, la perte brutale de leur mère et la trahison absolue commise par leur beau-père, a provoqué chez les deux sœurs une blessure psychologique profonde et incicatrisable. Au cours des jours qui ont suivi, alors que l'enquête judiciaire suivait son cours et que Marc Delorme demeurait entre les mains de la justice Manon et Chloé, ont dû affronter la pénible réalité des constatations. Les zones d'ombre de la vie de leur mère commençaient à se dissiper sous leurs yeux éclairants d'un jour nouveau et terrifiant les mois écoulés. Beaucoup de souvenirs de détails en apparence insignifiants et d'attitudes d'autrefois prenaient soudainement un sens tragique. Les hésitations de Sophie au téléphone, son effacement progressif, cette tristesse retenue dans son regard et sa gêne évidente en présence de son époux s'expliquaient désormais avec une clarté limpide.
Les deux filles réalisaient avec une amertume déchirante que leur mère vivait depuis longtemps dans une prison invisible, masquant sa souffrance par amour pour elle et par le désir désespéré de maintenir l'illusion d'une famille honnie. Cette prise de conscience a plongé les filles de Sophie dans un sentiment de culpabilité lancinant bien que totalement injustifié. Comme c'est trop souvent le cas pour les familles de victimes de drames passionnels ou intrafamiliaux, Manon et Chloé se demandaient continuellement ce qu'elles auraient pu faire pour éviter la catastrophe. Pourquoi n'avaient-elles pas insisté davantage pour percer le silence de leur mère? Pourquoi n'avaient-elles pas décelé plus tôt le danger mortel qui couvait sous les braises de ce quotidien oppressant? Ces questions lancinantes tourmentaient leur nuit, s'ajoutant au poids insupportable du deuil. Il leur fallait comprendre que l'emprise psychologique est une mécanique si complexe et dissimulée qu'elle aveugle même les êtres les plus attentifs, et que la seule responsabilité de cette issue fatale reposait sur les épaules de l'auteur des faits. Pendant ce temps, l'onde de choc s'étendait à l'ensemble du cercle familial et amical de Sophie. La stupéfaction laissait progressivement place à une colère sourde et à une profonde indignation. Les amis qui avaient tenté de tendre la main à Sophie pleuraient la perte d'une femme d'une gentillesse rare, victime de sa propre générosité et de sa foi en l'amour. La communauté toulousaine, émue par la tragédie, exprimait son soutien aux deux orphelines, mais rien ne pouvait combler le vide béant laissé par la disparition de leur mère. La maison de Toulouse, autrefois lieu de rassemblement, n'était plus qu'un souvenir douloureux, le symbole d'un bonheur confisqué et d'un crime odieux. Cette troisième étape du drame clôture le chapitre du passage à l'acte et de la découverte, pour ouvrir celui des conséquences humaines et de la quête de justice. Manon et Chloé l'auront brisé, mais debout devaient désormais apprendre à vivre avec ce fardeau indicible. Elles se trouvaient propulsées au cœur d'un processus judiciaire long et éprouvant, bien décidées à honorer la mémoire de leur mère et à faire en sorte que toute la lumière soit faite sur la vérité des faits. L'histoire de Sophie n'était plus seulement le récit d'un drame individuel. Elle devenait le combat de ses filles pour que la mémoire de leur mère soit préservée et que le coupable réponde de ses actes devant la société. Au lendemain de la tragédie du 8 janvier 2016, l'enquête sur la mort de Sophie Laurent s'est engagée dans une phase décisive, celle de l'instruction judiciaire. Avec le placement en détention provisoire de Marc Delorme, le principal suspect, les forces de l'ordre et les magistrats instructeurs de Toulouse ont entrepris un travail méthodique pour déconstruire point par point le récit des événements. Dans les affaires de violence intrafamiliale ayant mené à l'irréparable, le rôle de la justice ne consiste pas seulement à déterminer la cause matérielle du décès, mais aussi à éclairer la trajectoire psychologique, les mécanismes d'emprise et la suite de tensions qui ont pavé la voie vers la catastrophe. Il s'agissait de faire toute la lumière sur ce qui s'était réellement joué derrière les portes closes de la maison toulousaine. Dès les premiers interrogatoires, les enquêteurs se sont heurtés à la posture de défense adoptée par Marc Delorme. Face aux questions précises des juges et des policiers, l'accusé s'est efforcé de minimiser sa responsabilité, cherchant à présenter le drame comme l'aboutissement tragique d'une dispute spontanée, un accident tragique ou une altération soudaine du comportement de son épouse. Cette stratégie classique, dans les dossiers criminels de cette nature, visait à diluer la préméditation ou l'intention homicide sous le masque d'une crise passionnelle incontrôlable. Marc Delorme tentait de préserver l'image d'un homme dépassé par les événements, rejetant parfois insidieusement la faute sur le climat de tension qu'il prétendait partager de manière égale avec la victime. Cependant, cette version des faits a très vite montré ses limites face à la rigueur des investigations scientifiques et médicales. Les rapports d'autopsie et les analyses menées par les experts en criminalistique sur la scène de crime ont apporté des preuves irréfutables. La nature des blessures constatées sur le corps de Sophie, leur localisation et la violence des coups portés contredisaient formellement la thèse d'un geste involontaire ou d'une simple bousculade qui aurait mal tourné. Les éléments matériels témoignaient au contraire d'un déchaînement de violence directe asséné à une victime prise au piège et dans l'impossibilité de se défendre efficacement. Chaque constatation médico-légale venait d'attester et confirmer l'intentionnalité de l'acte, effritant progressivement les dénégations de l'accusé.
Parallèlement aux expertises physiques, les enquêteurs ont mené une vaste enquête d'environnement, reconstituant méticuleusement le quotidien du couple depuis son installation à Toulouse. Les auditions répétées des membres de la famille des amis, proches des voisins et des collègues de travail, ont permis d'établir un portrait saisissant de la dynamique conjugale. Témoignage après témoignage, le masque du mari prévenant s'est définitivement brisé. Les déclarations des proches ont mis en lumière le processus d'isolement méthodique subi par Sophie, ses confidences anxieuses, la modification de son comportement au fil des mois et l'emprise psychologique qu'elle subissait au quotidien. Ce travail d'investigation sociale a permis de démontrer que le crime n'était pas un événement isolé survenu par hasard dans un ciel serein, mais le point culminant d'une longue détérioration silencieuse marquée par la contrainte et la peur. Les expertises psychiatriques et psychologiques ordonnées par le tribunal ont également apporté des éclairages cruciaux sur la personnalité de Marc Delorme. Les spécialistes ont décortiqué son rapport à l'autorité, son besoin de contrôle absolu sur son environnement familial et son incapacité à tolérer la remise en question ou la perspective d'une séparation. Ces analyses ont révélé comment l'érosion progressive de son emprise sur Sophie avait pu enclencher une mécanique d'hostilité grandissante, l'accusé considérant la perte de contrôle sur son épouse comme une atteinte intolérable à sa propre personne. L'ensemble de ces rapports a permis de dresser le profil d'un homme méthodique dont la domination psychologique constituait le mode de fonctionnement habituel au sein du foyer. Pour les filles de la victime Manon et Chloé Laurent, cette phase d'instruction a représenté une épreuve particulièrement douloureuse, mais indispensable. Accompagnées de leurs avocats, elles ont suivi pas à pas l'avancée des investigations confrontées quotidiennement aux détails sordides du drame et aux mensonges répétés de l'accusé. Mais voir les éléments de preuve s'accumuler et constater que la justice démasquait progressivement la réalité des faits constituait pour elles une première étape vers la réparation. La vérité matérielle et psychologique patiemment établie par les juges toulousains venait confirmer ce que la famille pressentait depuis toujours. Sophie était une victime innocente prise au piège d'un homme qui avait méthodiquement détruit sa liberté avant de lui ôter la vie. Ainsi, l'instruction judiciaire a permis de clore la phase des doutes et des hypothèses pour ouvrir celle de la responsabilité pénale. L'accumulation des expertises médicales, des preuves scientifiques et des témoignages accablants a fini par acculer Marc Delorme, réduisant ses tentatives de dissimulation à néant. La mécanique du mensonge s'était définitivement effondrée sous le poids des faits. Le dossier était désormais complet, prêt à être renvoyé devant la cour d'assises pour que s'ouvre le temps du jugement public où l'accusé devrait enfin répondre de ses actes devant la loi et devant la mémoire de Sophie Laurent. Après des mois d'une instruction minutieuse, le moment tant redouté et pourtant vivement attendu par la famille de Sophie Laurent est enfin arrivé l'ouverture du procès devant la cour d'assises de Toulouse. La salle d'audience vaste et solennelle est devenue le théâtre où la vérité devait être dite publiquement, mettant un terme aux mois de spéculation, de douleurs contenues et de dénégation. Pour Manon et Chloé Laurent, assises sur le banc des parties civiles aux côtés de leurs avocats, cette épreuve représentait une étape cruciale. Affronter le regard de l'homme accusé d'avoir détruit leur mère, écouter la lecture glaciale de l'acte d'accusation et revivre dans les moindres détails les événements tragiques du 8 janvier 2016 exigeaient un courage immense. Mais les deux sœurs étaient animées par un devoir sacré, porter la voix de Sophie, cette femme, réduite au silence dans l'intimité de son foyer, et veiller à ce que justice lui soit pleinement rendue. Dès les premières heures de l'audience, l'atmosphère dans la salle d'audience s'est révélée très lourde, chargée d'une émotion contenue et d'une tension palpable. Dans le box des accusés, Marc Delorme est apparu sous les feux des projecteurs judiciaires. Privé du contrôle qu'il exerçait autrefois dans le secret de sa maison toulousaine, il se trouvait désormais soumis aux questions incisives du président de la Cour de l'avocat général et des conseils de la défense. Tout au long des débats, l'enjeu principal du procès a consisté à confronter la version de l'accusé à la réalité des preuves matérielles et aux témoignages poignants apportés par l'entourage de la victime. Les dépositions des experts se sont succédées à la barre, apportant une clarté scientifique et médico-légale décisive. Les médecins légistes ont exposé avec une précision clinique la nature des blessures infligées à Sophie Laurent, décrivant la trajectoire des coups
et l'intensité de la violence déployée. Leurs conclusions ont balayé sans ambiguïté les tentatives d'explication de la défense, qui cherchait à accréditer l'idée d'un geste accidentel ou d'une perte de contrôle soudaine et imprévisible. Les données techniques ont démontré un comportement direct et délibéré, caractérisant une volonté manifeste de porter atteinte à la vie de son épouse. Chaque constatation scientifique lue à voix haute résonnait dans la salle comme un rappel douloureux de la détresse éprouvée par Sophie durant ses ultimes instants. L'un des moments les plus intenses et bouleversants du procès a été la déposition des proches de Sophie, et en particulier le témoignage digne et courageux de ses filles. À la barre, Manon et Chloé n'ont pas seulement évoqué le vide béant laissé par la disparition de leur mère. Elles ont retracé, avec une émotion poignante, le calvaire invisible que Sophie avait vécu à Toulouse. Elles ont décrit l'effacement progressif de sa personnalité, le sentiment de peur latente qui l'habitait, et l'emprise psychologique étouffante qui l'avait isolé du reste du monde. Leurs mots empreints d'une vérité nue et sincère ont permis au jury populaire d'appréhender la réalité de la violence intrafamiliale, une violence qui ne laisse pas toujours des traces visibles au début, mais qui détruit méthodiquement la volonté avant d'aboutir à l'irréparable. Face à cette accumulation de témoignages accablants et de preuves matérielles incontestables, la stratégie d'évitement de Marc Delorme s'est progressivement effondrée. Ses hésitations, ses contradictions et son manque d'empathie manifeste envers la victime et sa famille ont lourdement pèsé sur les débats. La cour et le jury ont pu observer l'attitude d'un homme réticent à assumer pleinement la gravité de ses actes, plus préoccupé par son propre sort que par le drame qu'il avait engendré. L'illusion du citoyen sans histoire et du mari sans reproche qu'il avait soigneusement entretenu pendant des années a définitivement volé en éclats sous la pression du débat contradictoire. Lors des réquisitoires, l'avocat général a rappelé la gravité exceptionnelle des faits, soulignant que la maison qui aurait dû être le lieu de la protection ultime avait été transformée par l'accusé en un piège mortel. Il a mis en garde contre la banalisation des mécanismes de domination et a requis une peine exemplaire à la hauteur du crime commis, insistant sur la nécessité de protéger la société et d'offrir une réparation morale aux victimes collatérales de ce drame. Les plaidoiries des avocats des parties civiles ont quant à elles rendu un hommage vibrant à la mémoire de Sophie Laurent, rappelant à tous quelle femme extraordinaire, aimante et généreuse. Elle avait été avant d'être réduite au statut de victime d'un fait divers tragique. Au terme de plusieurs jours de débats intenses et poignants, le jury s'est retiré pour délibérer. Le verdict prononcé dans un silence solennel a reconnu Marc Delorme pleinement coupable du meurtre de son épouse, le condamnant à une lourde peine de prison ferme. Pour Manon et Chloé, l'énoncé de cette sentence n'a pas effacé la douleur lancinante, ni ramené leur mère à la vie. Cependant, cette décision de justice a apporté une reconnaissance officielle, essentielle. La vérité avait été dite, la mémoire de Sophie était honorée, et le coupable était définitivement désigné et puni par la loi de la République. Le chapitre judiciaire se refermait, laissant place au long et douloureux chemin de la reconstruction. Lorsque les portes de la cour d'assises de Toulouse se sont refermées et que le silence est revenu sur les bancs de l'audience, une certitude s'est imposée à tous: la justice avait été rendue, mais le véritable combat contre l'oubli ne faisait que commencer. Le verdict prononcé à l'encontre de Marc Delorme a marqué la fin d'un long parcours judiciaire éprouvant, mais il n'a pas effacé la douleur ni comblé le vide béant laissé par la disparition de Sophie Laurent. Pour ces deux filles, Manon et Chloé, ainsi que pour tous ceux qui avaient aimé l'heure, étaient venus de quitter l'enceinte des tribunaux pour affronter la réalité d'un quotidien définitivement altéré et d'apprendre à vivre avec les échos d'un drame qui aura brisé leur existence. La fin du procès a marqué le début d'une lente et douloureuse période de reconstruction. Privées de leur mère, Manon et Chloé ont dû réapprendre à avancer dans un monde privé de son pilier le plus solide. Les deux jeunes femmes ont fait preuve d'un courage remarquable, puisant dans les souvenirs chaleureux de Sophie la force de ne pas se laisser submerger par le chagrin et la colère. Pour elles, la mémoire de leur mère ne devait pas rester enchaînée aux dernières heures sombres de sa vie dans cette maison de Toulouse, ni être réduite aux froides lignes d'un dossier criminel.
Sophie était avant tout une femme rayonnante, généreuse, une mère dévouée, dont l'existence ne pouvait se résumer à la violence tragique de son dernier jour. C'est cette image lumineuse qu'elles se sont jurées de préserver et de faire vivre à travers les années. Au-delà du cercle intime des proches, l'histoire de Sophie Loren s'est progressivement inscrite dans la conscience collective comme un symbole poignant et un avertissement universel. Ce fait divers survenu au cœur d'un quartier résidentiel d'apparence si paisible est venu rappeler avec une sévérité terrifiante que les menaces les plus graves ne viennent pas toujours de l'extérieur. La maison, cet espace intime que chacun imagine comme un bouclier contre les dangers du monde, peut parfois se transformer sous le poids de l'emprise du contrôle et de la domination en un piège invisible mais mortel. Le parcours de Sophie met en lumière la nature insidieuse de la violence intrafamiliale, un processus qui commence bien souvent par la détérioration lente de la confiance et l'isolement progressif de la personne avant de basculer dans irréparable. L'onde de choc de cette affaire continue d'alimenter une réflexion nécessaire et urgente sur la détection précoce des situations d'emprise et de vulnérabilité au sein du couple. Elle rappelle à chacun l'importance vitale de rester attentif aux signaux faibles, ce changement d'attitude discret, ce regard qui s'éteint, ce silence prolongé ou cet éloignement inexpliqué d'un proche qui tente de masquer sa détresse sous des sourires de façade. L'histoire de Sophie enseigne que face à la détresse psychologique et à la pression conjugale, le doute ne doit pas conduire à l'inaction, et que briser l'isolement constitue bien souvent le premier pas pour sauver une fille. Aujourd'hui, alors que les années ont passé depuis ce sombre 8 janvier 2016, la figure de Sophie Loren demeure vivante dans le cœur de ses filles et de ses confidents. Sa trajectoire tragique est devenue un témoignage puissant, invitant à la vigilance, à la solidarité et à la prise de conscience face aux dérives du contrôle au sein du foyer. Manon et Chloé portent désormais l'héritage de leur mère avec une dignité exemplaire, faisant de leur douleur une force pour honorer sa mémoire et transmettre son amour de la vie. L'histoire de Sophie s'achève ainsi sur une note de vérité et de souvenir. Même si la maison de Toulouse a perdu ses lumières et que le temps continue d'avancer, le nom de Sophie Loren reste gravé comme le rappel d'une existence précieuse trop tôt volée. Son souvenir nous force à affronter cette question troublante et essentielle. Comment protéger ceux que nous aimons et faire en sorte que chaque foyer redevienne véritablement ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être un lieu, du país, de liberté et de sécurité absolue.